BFM Business, BFM Crypto, le club. Le club BFM Crypto, chaque jour, en effet, on met les cryptos à l'honneur. L'idée n'est pas de leur dresser un hôtel, mais de les sortir au contraire de leur chapelle. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez en direct, on vous accompagne chaque jour entre 16h30 et 17h. Notre Dream Team du jour. Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour Guillaume. La présidente de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Valentin Demey nous accompagne aussi. Salut, pardon, je suis désolé. Salut Valentin. Salut Guillaume, bonjour à tous. Tout va bien. Journaliste pour Cryptos avec nous très régulièrement. Et notre match du mardi entre deux des meilleurs traders et experts d'analyse technique dans cet univers crypto. Vincent Gann et Xavier Fenot, bonjour messieurs. On est ravis de vous retrouver à l'unisson l'un et l'autre. Allez Vincent, on va démarrer avec vous, analyse technique indépendant, puis ensuite Xavier bien sûr pour Interactive Trading. Vincent, c'est compliqué alors pour les marchés actions bien sûr, mais au moins aussi compliqué pour le marché des cryptos. Le Bitcoin passé tout à l'heure sous les 30 000, qui a depuis récupéré les 30 000, voire les 32 000. C'est très très chaud. Comment est-ce qu'on voit la suite désormais, Vincent ? Oui, bonjour Guillaume, bonjour Valentin et Faustine. Alors, et puis mon cher Xavier, le contradicteur, qui est aussi présent. Alors effectivement, plus qu'aujourd'hui, en fait, c'est hier, la plus grosse session de liquidation de l'année sur le marché crypto. Donc ça, c'est un fait. En termes de valeur monétaire, hier, et en termes d'amplitude, c'est la pire session de l'année. Alors, cette pire session de l'année, elle n'a pas été déclenchée hier par un signal bien particulier. Elle est dans la continuité de la réaction de l'ensemble des actifs risqués suite, la semaine dernière, vous l'avez bien décrit sur votre antenne, aux annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Dans un premier temps, tout s'est bien passé. En fait, ça n'a pas tenu. Rappelez-vous, dès le lendemain, dès jeudi dernier, les grands indices boursiers américains ont décroché. En fait, ils poursuivent leur correction qui a commencé au mois de décembre dernier. Et ils emportent avec eux le marché crypto qui pourtant résistait. Et ça, je le rappelle à chaque fois que j'ai la possibilité d'exprimer sur votre antenne, c'était quasiment un miracle technique. Je me répète, vous allez dire que je fais le perroquet, mais ça tenait bien. Et finalement, la semaine dernière, ça a cédé. Alors pour un certain nombre de raisons, mais globalement, cela rappelle que le marché crypto reste un actif corrélé au risque. D'ailleurs, je vais vous donner le chiffre immédiat. Je suis allé chercher tout à l'heure les données de corrélation entre le cours du Bitcoin et les grands indices boursiers américains, donc ce qu'on appelle un coefficient de corrélation linéaire en mathématiques. Actuellement, depuis 2 semaines, le coefficient de corrélation linéaire entre le marché crypto et les grands indices boursiers américains, et pour être plus précis, le compartiment technologique, les indices Nasdaq, se situe autour des 0,80, 0,90. C'est-à-dire un coefficient de corrélation linéaire qui est proche de 1. C'est une corrélation positive très poussée et qui est globalement en accord avec ce qu'on observe à long terme. Donc voilà, après 2 mois de phase assez latérale et dans un volume anémique, il y a une recorrélation aux actifs risqués. Et donc aujourd'hui, le rebond, il est lié au rebond de Wall Street. Et si les auditeurs se posent la question de savoir est-ce que le support actuellement testé à $30 000, qui est un support important, c'est le plus bas de l'été dernier, c'est le plus bas du printemps dernier, c'est le bord du gouffre technique, eh bien ils doivent se tourner du côté de la tendance des indices boursiers américains, pour faire simple. Xavier, de votre côté, comment est-ce que l'on vit ces incroyables mouvements, cette volatilité quand même très forte sur les cryptos, la corrélation, on parle toujours de diversification, il faut investir en crypto pour faire de l'ultra-diversification même, on voit qu'aujourd'hui c'est plutôt de l'ultra-corrélation. Comment est-ce que vous regardez ça, et notamment par le prisme du Bitcoin ? Bah oui, c'est ça en fait, c'est le marché des cryptos est considéré comme une classe d'actifs à part entière, c'est une classe d'actifs risquée au sens propre, au sens figuré. Et c'est surtout en fait un marché qui est petit aujourd'hui. Rappelle, 1400 milliards de dollars, c'est un peu plus que la capitalisation d'Amazon à elle seule, qui a perdu quand même 45% en quelques semaines. Donc forcément, lorsqu'on a des mouvements de panique, une période effectivement un peu anxiogène, et qu'on casse au niveau technique, tout le monde avait vu sur le Bitcoin dans lequel on opérait entre 35 000 et 45 000 dollars à la louche depuis le début de l'année, quand on a ces mouvements de panique sur les marchés traditionnels, mais aussi donc sur les classes d'activité au sens large, les classes d'actifs risqués au sens large, forcément en fait les opérateurs sortent du cash. Et quand on sort du cash sur ce qui est peut-être un petit peu moins liquide, un peu plus risqué, un peu plus volatile. Donc forcément, la classe d'actifs des cryptos amplifie en plus, est déjà très volatile, amplifie ce mouvement-là. Mais c'est la même chose sur d'autres classes d'actifs, comme par exemple lorsqu'on a eu le début du Covid. On parle souvent de l'or, de l'argent comme valeur refuge, mais en fait, l'or également, lorsqu'on a des mouvements de panique, on sort du cash sur des actifs à droite
et à gauche. Et après, on se pose les bonnes questions de savoir dans quoi est-ce qu'on investit. Donc, même l'or avait perdu 15% au début du Covid. Donc, là, effectivement, on a à court terme, finalement, on descend d'un étage. Jusqu'à présent, on était dans une tendance neutre entre 35 et 45 000. Moi, je cherchais à payer, en fait, ces zones support parce que pour le moment, ça tenait. 2 fois, on a pris 25% depuis justement le retour du Bitcoin sur cette zone basse à 2 reprises. La 3e fois, il a pris 35%. Je rappelle qu'on était à 48 000 $ il y a un mois, un petit peu plus. Maintenant, effectivement, ça a été cassé par le bas, alimenté par le contexte et la liquidation de 1 milliard de dollars, comme l'a rappelé Vincent tout à l'heure, à cause aussi amplifiée par des effets de levier qui étaient trop importants. Donc, à court terme, la tendance est baissière, mais à moyen terme, si on prend toujours un petit peu de recul, il faut savoir l'unité de temps sur laquelle on veut intervenir sur le marché. On est toujours finalement dans un range entre 30 000 $ et 65 000 $ depuis 1 an et demi, avec à court terme la volatilité propre aux cryptos et au contexte. Donc hier, on a perdu 10%, on a pris un coup dans l'aile à court terme. On aura des rebonds de certes ordre, comme aujourd'hui sur le Bitcoin qui prend 6, 7, 8%. Sur certains altcoins, on prend aujourd'hui 20%. On récupère finalement quasi intégralement sur certains la perte qu'on a réalisée hier. Donc, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on privilégie plutôt le long terme au risque de louper la volatilité à court terme? Comme cet été, le Bitcoin était entre 30 et 40 000, on l'a fait à plusieurs reprises. Derrière, on a fait 65 000. Début du Covid, on était à 10 000 $ sur Bitcoin, on est tombé à 3 800. Plus personne n'en voulait, on avait perdu 60%. C'était pas une valeur refuge, c'était le pire actif de tout. Il a perdu 60%. Derrière, on a fait x17. Où est-ce qu'on veut essayer effectivement d'attraper ces mouvements dans tous les sens? Donc pour moi aujourd'hui, effectivement, c'est une grosse claque, je pense, pour tout le monde, moi y compris. Et je pense que c'est pas maintenant qu'il faut paniquer, même si c'est pas fini. Du côté de l'Ether, voilà, on essaie de parler d'un maximum de crypto, pas seulement Bitcoin, l'Ether, deuxième crypto par la capitalisation. L'Ether est en train de monter en puissance dans cette phase très compliquée pour l'ensemble des cryptos face à Bitcoin, ou au contraire l'écart se creuse encore à nouveau entre Bitcoin, le roi, la première des cryptos, et l'Ether. Comment est-ce que vous regardez l'évolution de ce rapport de force dans la phase actuelle de correction du marché crypto, Xavier? Bah oui, on est effectivement toujours dans un rapport de force plutôt intéressant de l'Ether par rapport au Bitcoin. On regarde ETH, BTC et on voit en fait ça tient toujours, voire même ça a tendance à monter, en tout cas depuis aujourd'hui. Le Bitcoin, donc Vincent l'a rappelé, on est sur les plus bas finalement de l'été dernier, 30 000 $. L'Ether, il faudrait qu'il perde encore 25% par rapport au niveau actuel pour revenir sur ses plus bas de l'été dernier, 1 700 $. On est à 2 400. Aujourd'hui, l'Ether est sur la bande basse du range, l'équivalent du Bitcoin des 35 000 $, il y est encore sur les 2400. Donc effectivement, sur l'Ether, ça a tendance à tenir ces zones-là. Est-ce que ça va durer? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, effectivement, il ne faudra pas qu'on s'installe à court terme sur l'Ether sous les 2200 $. C'est le spike, le plus bas qu'on a fait là, dans le mouvement de panique hier, sur lequel pour le moment on réagit bien. C'est peut-être qu'un rebond technique. Il faudra effectivement après derrière s'installer au-dessus des 2800, 2900 $. Mais là, on reviendra encore sur la bande haute du range dans lequel on était. Donc aujourd'hui, effectivement, oui, l'Ether a tendance plutôt à tenir mieux que le Bitcoin. Vous nous livrerez l'un et l'autre une troisième idée de crypto à suivre parce que vous auriez perçu, détecté des signaux techniques intéressants. Juste avant, même question sur l'Ether. Vincent Gann nous accompagne toujours. Oui. Rapport de force entre Bitcoin et Ether, comment est-ce qu'il est en train de tourner ce rapport de force, Vincent? Oui, j'utilise exactement les mêmes outils que ce cher Xavier, c'est-à-dire le ratio ETH-BTC. Donc c'est une fraction, un numérateur sur un dénominateur, et la courbe reste haussière. Alors c'est une pente légèrement haussière, techniquement elle le reste. Donc oui, Ethereum continue en bourse, même dans la baisse, de surperformer le cours du Bitcoin, et il y a encore un gap avec ses plus bas de l'été dernier. Simplement, il y a un débat qui est intéressant, je repasse sur le cours du Bitcoin, ces fameux 30 000 $, voilà, on les a tous en tête, on le voit, mais il y a un niveau que certains ont en tête, peut-être les plus patients d'entre nous, je pourrais même jusqu'à dire peut-être certains rêveurs, mais là peut-être leur rêve deviendrait réalité. Vous savez, les 20 000 $, alors c'est pas juste un chiffre rond, 30, 20, 10, 20 000 $, c'est l'ancien record historique, le vrai, l'unique, l'historique. Le marché, lorsqu'il l'a dépassé, en 2021, n'est jamais revenu à son contact. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a énormément de traders, voire d'investisseurs long terme, qui depuis des mois et des mois attendent un retour à 20 000 $. Et là, ils sont tous collés à leur graphique en se disant que cette fois-ci c'est la bonne. Eh bien, nous verrons bien.
Allez, une petite troisième, une autre crypto. Dans les altcoins, est-ce que vous avez repéré des choses, des signaux techniques intéressants sur une crypto en particulier pour la suite, et histoire de aider ceux qui nous suivent à diversifier leur portefeuille crypto, en rappelant qu'il ne faut investir, Vincent, en crypto que l'argent dont on n'a pas besoin, bien sûr. Oui, écoutez, allez, en bref, sans rentrer dans les détails, moi je vais vous donner un jeton, un token, mais qui correspond à un projet, Doga USD. Alors, pour le token coté en dollars, le projet Dogami, c'est ce qu'on appelle un métaverse pour les animaux. Voilà. J'invite les auditeurs à aller regarder ça de plus près. Ça fait sourire Valentin Demey, d'ailleurs. Je vois mort de rire à côté de moi. Qu'est-ce qui vous fait sourire, Valentin? Pourquoi vous souriez? Non, c'est un projet, effectivement, qu'on regarde. Tout ce qui est métaverse, tout ce qui tourne autour des métaverses, oui. Ça a une mode. Vincent est particulièrement attentif à ce projet-là, donc c'est pour ça que je rigole sur le plateau. D'un point de vue technique, Vincent, donc, il y a des choses à faire sur ce métavers? Alors justement, je vais être précis. L'analyse technique, on peut commencer à la pratiquer sur des jetons lorsqu'il y a suffisamment d'historique de cours. D'accord. Donc là, on a à peine quelques semaines. Ça commence à être crédible, mais sur des horizons de temps courts. Donc oui, on peut commencer, si vous êtes passionné d'analyse graphique, à la pratiquer sur le jeton Doga USDT. Bon, Xavier, de votre côté, un altcoin à proposer à ceux qui nous suivent aujourd'hui sur BFM Business? Étant donné le contexte, j'en ai pas un en particulier parce qu'on va avoir des gros rebonds techniques dans la mesure où on est dans un mouvement un peu dans l'œil du cyclone. À court terme, on a quand même des grosses baisses et on risque d'avoir de gros rebonds également. Comme je disais tout à l'heure, on a des altcoins qui prennent 15-20%. Lequel sera le plus fort, j'en sais rien. Donc je pense que dans les projets qui nous entourent, je pense qu'il faut justement se concentrer peut-être sur le projet qui nous semble le plus cohérent. À défaut Bitcoin ou Ethereum, on arrive sur des gros niveaux maintenant à moyen et long terme surtout. Je pense qu'il faut justement peut-être plutôt profiter du dip comme ça avec modération. Bien évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, patience et calme. Aujourd'hui, le marché nous met à l'épreuve sur l'horizon de temps sur laquelle on travaille, sur nos projets. Est-ce qu'on y croit encore ou pas? Et surtout, vraiment très important, le curseur d'exposition en excluant impérativement encore ceux qui veulent aller trop vite, trop fort en utilisant l'effet de levier. Donc on va avoir effectivement ce type de mouvement encore et encore sur le marché des cryptos. Aujourd'hui, il nous met à l'épreuve et je pense que si on croit effectivement à un projet sur lequel on est intéressé, voire déjà positionné, ça peut être intéressant dans cette phase de repli à court terme. Merci à tous les deux. Xavier Fenot, Interactive Trading, régulièrement à nos côtés, ainsi que Vincent Gane, analyste technique indépendant. Voilà, c'est quelques propos autour du potentiel des différents cryptoactifs dans cette phase, quand même, c'est vrai, de vent contraire et de tempête. Faustine Fleuret pour l'Adam nous accompagne toujours et Valentin Demey pour Cryptos. On va défricher ensemble, tous les trois, l'actualité. Quand on investit en crypto, d'ailleurs, c'est aussi en se disant qu'on pourra stabiliser ses performances, préserver ses gains en basculant les perfs accumulés sur, je donne un exemple, un Bitcoin en stablecoin. Voilà, c'est une façon de préserver ses gains. Sauf que il reste un doute sur la stabilité des stablecoins. L'UST, le stablecoin de Terra, décroche et ne parvient plus à tenir sa promesse de valoir $1. Nous aurait-on fait passer des vessies pour des lanternes en l'occurrence, Valentin? C'est une très bonne question. Et pour répondre à ça, il faut différencier 3 types de stablecoins. Il y a des stablecoins qui sont décentralisés, l'USDT, l'USDC qu'on connaît bien, qui sont les 2 plus gros du marché, qui sont garantis 1 pour 1 ou équivalent par $1 en compte en banque des sociétés qui émettent ces jetons. Ça, hier, pendant la grosse baisse dont on a entendu parler avec Vincent et Xavier, ça n'a pas bougé. Il y a des stablecoins qui sont surcollatéralisés, comme le DAI, où il y a plus de collatéral que d'émissions. C'est un système qui fonctionne bien, c'est décentralisé, contrairement aux premiers qui sont centralisés, mais il n'y a pas une efficience parfaite du capital, parce qu'il faut immobiliser plus gros en collatéral que ce qui est créé en bout de chaîne. Donc pour essayer d'aller chercher l'entre-deux, il y a les fameux stablecoins algorithmiques qui sont venus se positionner entre les deux. Et c'est ça qui a fait défaut hier avec l'UST de Terra. On en a parlé beaucoup sur ce plateau, parce que l'UST de Terra, c'était le fameux protocole encore avec ses 19% proposés pour ceux qui déposaient justement leur stablecoin UST. Et ça intéressait énormément les institutions et les institutionnels ces derniers mois qui se déversaient dans cet écosystème. Et hier, pendant que tout le marché baissait un peu ou beaucoup et que certains ont voulu se réfugier dans des stablecoins, eh bien l'UST a perdu 30%. Ça veut dire qu'un token qui doit rester ancré au prix du dollar s'est retrouvé à 70 centimes. Aïe, aïe, aïe. Panique à bord. Panique à bord parce qu'il y avait 18 milliards de dollars sur ce token qui ne devait pas quitter le prix du dollar. Pourquoi il a quitté le prix du dollar? Parce que c'est son mécanisme de stabilisation qui est particulier. Globalement, sur la blockchain Terra, il faut comprendre la chose suivante. Si l'UST est supérieur à $1, il y a un travail d'arbitrage qui est fait et on va brûler le Luna, donc le token qui est associé à l'UST, pour créer plus d'UST et ramener cette valeur à 1.
Et à l'inverse, si l'UST est inférieur à $1, on va brûler pour l'UST pour avoir plus de Luna et baisser le nombre d'UST en sac. L'algorithme le fait automatiquement. C'est les arbitrageurs qui vont le faire du coup. D'accord. Ceux qui ont du Luna ou ceux qui ont du UST qui vont essayer de stabiliser ça. Mais le problème c'est qu'hier, ce système il s'est emballé. La blockchain en gros a enrayé un petit peu et donc on n'a pas pu mettre en place ce système autant que possible. Donc ça a énormément décroché. Là, il y avait une semi-bonne nouvelle dont on va peut-être savoir dans les prochaines heures si elle était vraiment bonne ou si elle ne suffira pas. C'est que le protocole Terra avait acheté environ 10 000 bitcoins pour continuer de stabiliser son protocole. Aujourd'hui, les 3 wallets qui détenaient ces 10 000 bitcoins ont été vidés, envoyés en grande partie à des market makers pour que ces market makers rachètent de l'UST sur le marché et puissent proposer une offre en face de la demande et essayer de ramener ce prix à $1. En tout cas, aujourd'hui, c'est la grosse frayeur de l'écosystème, c'est ce stablecoin ce qu'on appelle un DPEG, qui perd son dollar et qui met une grosse frayeur à toute la DeFi aujourd'hui. Ça veut dire que quand on est investisseur, il faut d'abord savoir bien choisir, sélectionner ces stablecoins et qu'il faut se méfier des stablecoins algorithmiques comme celui-ci. Aujourd'hui, ils ne sont pas opérants. Ils ne sont pas opérants parce qu'effectivement, ça fait un paquet de fois que des stablecoins algorithmiques ont été mis en place qui n'ont pas réussi à tenir le point de $1. Celui-ci était peut-être plus armé pour le faire. Il y avait une réserve en Bitcoin. Il y avait une équipe qui travaille toujours aujourd'hui d'arrache-pied pour ramener ce point de $1. Il est descendu à moins de $70. Aujourd'hui, là où on est en direct, là, à 16h47, il est autour de 93 centimes. Mais il n'est toujours pas à $1. Donc ça remonte parce que les market makers, avec les réserves de Bitcoin, essayent d'acheter de l'UST pour faire remonter le prix. On imagine que ça fait là aussi baisser le prix du Bitcoin d'une certaine manière, parce qu'il y a une pression vendeuse. On vient puiser dans les bitcoins. Exactement. Donc là, il y a cette grosse inquiétude. Et je peux vous dire, hier, sur Twitter et même sur tous les réseaux, ça faisait très peur. Il y avait cette première vague de peur parce que le marché baissait et parce que là où on se pensait à l'abri sur les stablecoins UST, qui étaient très populaires parce qu'il y avait 19% d'intérêt proposé en face, c'était la grosse frayeur de se dire qu'est-ce qui nous arrive. Oui, le stablecoin de Luna, donc, qui pose question, ou de Terra, c'est pareil, pardon. Terra Luna, c'est Terra Luna. Je suis désolé, je suis encore très novice dans tout ça. Bon, voilà, on apprend en marchant, comme on dit, on devient forgeron en forgeant. On entend régulièrement parler aussi du stablecoin de Tether, sur lequel on a des doutes, parce qu'on ne sait pas s'il y a suffisamment de réserves, autant de réserves que la promesse de ce stablecoin le prétend. Voilà, ça veut dire que quand même, dans les stablecoins, il reste un doute originel. Sur l'USDT, donc là on parlait de l'UST, là on rajoute un D, USDT pour le Tether. Cette crainte, elle est infondée aujourd'hui, ou en tout cas elle perd de la place dans les peurs de l'écosystème. Il existait cette peur et cette crainte à une époque parce que c'était pas audité, on savait pas ce qu'avaient les comptes de la société Tether effectivement en face. Aujourd'hui, les audits nous tendent à confirmer qu'il y a bien ce qu'il faut en face. Donc l'USDT en tout cas n'a pas bougé hier, l'USDC non plus, le DAI non plus et bien d'autres. Par contre, c'était le 3e ou 4e plus gros stablecoin avec 18 milliards. Et il y a un paquet d'institutionnels qui étaient dans la partie et qui proposaient des services là-dessus qui ont dû effectivement hier avoir très peur. Il y a des assurances qui permettent notamment de se protéger là-dessus, mais aujourd'hui elles ne peuvent pas être enclenchées parce que les termes ne sont pas encore. Il faut que ça soit 10 jours à moins de tant $ pour que ça soit enclenché. Donc pour l'instant c'est plutôt la frayeur. On voit en tout cas les cours des cryptos sacrément chahutés en ce moment et certains voient dans la chute des cours une opportunité. Le Salvador, que beaucoup moquent car il a fait de Bitcoin sa monnaie légale. Eh bien, le Salvador suit son plan de vol. Il a racheté, le Salvador, 500 Bitcoins pendant la chute au prix moyen de 30 500 $. Voilà. Le Salvador a de la suite dans les idées. Voilà, exactement. Ils tiennent le cap, ils continuent d'acheter sur des points bas. Ça fait le bonheur de ceux qui avaient un peu de poudre, comme on dit dans l'écosystème. Il faut toujours garder un peu de dollars si on veut se repositionner. C'est ce qu'a fait le Salvador. Ils vont peut-être puiser dans les fonds des tiroirs pour aller sortir ces 15 millions de $ et racheter 500 bitcoins. Mais on se rapproche sur la globalité des entreprises qui ont acheté du bitcoin entre 2021 et 2020, peut-être de ce point moyen d'achat autour de 25-30 000 $. On verra comment les entreprises qui en ont acheté réagiront. MicroStratégie en tête. Le Salvador aujourd'hui a pris la position d'en racheter, c'est très bien. Peut-être que Tesla aussi va peut-être décharger, on ne sait pas, parce qu'on se rapproche globalement de ces points d'achat moyens. En tout cas, le Salvador tient le cap et rachète 500 bitcoins. Un État qui spécule, du coup. Un État qui augmente sa capitalisation en Bitcoin, en tout cas. Bon, cet univers est passionnant. On parlera de la réglementation avec Faustine, notamment dans un instant, la réglementation européenne. Mais il est d'autant plus passionnant qu'au cœur de cet écosystème naissent de nombreuses innovations. Pour la France, d'ailleurs, c'est un enjeu, l'innovation. La start-up Ariani
lève 20 millions d'euros. Ariani, on le dit comme ça, On dit Valentin ? Ariani, exactement. Start-up française qui, notamment, est dans ce tour de table, embarque la BPI avec 20 millions donc, supplémentaires. Ariani, à quoi ça sert ? Ariani, ça sert à donner de la valeur ajoutée sur tout ce qui touche au fameux Web3, accompagner des marques et des grandes marques qu'on connaît tous. Il y a Le Printemps, il y a IBM notamment. So has been. on plaisante, attention. Non, il y a des grandes marques, effectivement, qu'on utilise, Audemars Piguet, d'autres grosses marques de luxe ou autres. En fait, l'idée, c'est de les accompagner dans tout ce qui est métavers, dans tout ce qui est Web3, tout ce qui est traçabilité également, pour donner une valeur dans le Web3 à ces objets de valeur réelle qui existent dans le monde, tangibles, le nôtre, mais demain dans le Web3. Donc 20 millions de nouveaux en deux formes différentes, en achat de tokens, puisqu'ils ont un token Ariani, et en equity dans l'entreprise directement d'Ariani et de tout ce qui touche à son écosystème. Donc c'est important, intéressant, parce que même si on voit un peu que ça tire peut-être la tête du niveau de la Silicon Valley, où on voit peut-être que certains commencent à décharger un petit peu les emplois, que de notre côté, les levées de fonds arrivent à se boucler quand même sur ce secteur-là. La France innove. Il ne faut surtout pas que la réglementation vienne couper l'herbe sous le pied ou dissuader les entrepreneurs. C'est l'un des enjeux autour des négociations européennes pour, en effet, réglementer de façon efficace, constructive, cet univers du Web3. On parle beaucoup des négociations autour de règlements MiCA, mais nous, sur BFM Business, on adore apporter un coup d'avance à ceux qui nous suivent. Et les préparer à l'après MiCA, d'autant que les choses devraient aller vite. La présidence française de l'Union européenne veut que ça avance très vite sur la réglementation européenne. Ça va venir là dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Le plan, c'est de boucler MiCA et un autre texte sur les transferts de fonds qui vont concerner également les cryptoactifs, de boucler ça avant l'été. Donc c'est des trilogues extrêmement rapides par rapport à d'autres textes, je pense à MIF 2, où ça peut prendre des années. Des trilogues rapides, c'est quoi un trilogue ? Alors c'est la phase finale quand on veut faire un texte de réglementation européenne où le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne discutent, se mettent d'accord sur cette version finale. Donc c'est ça qu'on attend pour l'été, ce qui est extrêmement rapide. Et donc ça veut dire beaucoup de choses ensuite pour les entreprises qui vont devoir se mettre en conformité, bien sûr. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on va apporter ce coup d'avance aujourd'hui. Dans quelques semaines, ce sera réglé. Les discussions, le trilogue autour de MiCA aura délivré son verdict. Tout sera fait. On pourra se dire d'ailleurs que ce sera la fin des débats ou ce sera le début d'une nouvelle étape à nouveau à partir de l'été. Alors ce ne sera pas vraiment réglé parce que le trilogue, c'est mettre un point final à ce texte qu'on va dire de niveau 1. Mais pour l'Europe, ça veut dire qu'il va falloir approfondir derrière avec d'autres textes techniques qui vont venir préciser les règles et justement pour expliquer aux entreprises qu'est-ce que ça veut dire de respecter telle ou telle mesure. Donc pour l'Europe et du coup pour nous, le travail n'est absolument pas terminé. Ça veut aussi dire mettre en place toute la supervision, parce qu'il y a des échelons européens à la supervision des acteurs et c'est extrêmement important de veiller à ce que tout le monde respecte les règles et que ceux qui ne les respectent pas ne viennent pas concurrencer ceux qui sont encore en conformité. Ah oui. Et enfin, dans ces trilogues, on essaye de mettre des sujets de côté parce qu'il y a une réflexion de plus long terme qui est nécessaire sur la finance décentralisée, sur les NFT, on parlait de Ariani, où le cadre qui est discuté actuellement n'est pas le bon. Et donc, il y a des réflexions qui vont nécessiter beaucoup plus de temps sur ces éléments-là au niveau européen et qui vont donc beaucoup occuper les institutions européennes. Au niveau français, pourquoi c'est pas fini ? Parce qu'il va falloir remplacer en fait le cadre qui existe. On a cette réglementation française aujourd'hui. Oui. Donc comment est-ce que concrètement on passe du régime PSAN français à MiCA ? C'est parce que la France est plutôt en avance avec une architecture réglementaire déjà présente. Pas forcément facile de transformer une réglementation, une architecture déjà existante. Certains pays qui n'ont pas encore d'architecture iront peut-être plus vite pour appliquer MiCA. Et surtout comment on embarque des entreprises qui sont déjà autorisées. Comment est-ce qu'on aide à les préparer ? Ça va être une question à nos autorités de régulation, de supervision. Est-ce qu'on essaye de faciliter ? Est-ce qu'on fait de ce régime français précurseur un avantage parce que nos entreprises sont prêtes avant ? Ça, c'est beaucoup de questions qu'il faut que la France résolve. Donc, MiCA, c'est vraiment que le début des hostilités, j'allais dire. Et justement, que devront faire les entreprises ? Évidemment, chaque acteur de cet écosystème du Web3 en France suit de très près avec beaucoup de fébrilité, on le sent, les négociations européennes. Une fois que MiCA aura abouti à l'été, vous le disiez, il restera pas mal d'étapes ensuite à franchir. Oui. Que devront faire dans cette phase-là les entreprises ? Est-ce qu'elles devront d'ores et déjà agir ? Enfin voilà, on se met dans leur peau.
qu'est-ce qu'elles devront se mettre en place? Alors, il ne faut pas qu'elles attendent, effectivement, parce que MiCA, donc finalisé d'ici cet été, il va y avoir un délai avant l'entrée en application. Et dans ce délai, il ne faut absolument pas que les entreprises soient attentistes. Elles vont avoir besoin de tout faire pour être en conformité à l'heure dite, en fait. Donc, entre 18 et 24 mois, c'est encore quelque chose qui est en négociation. Donc, ça veut dire recruter, s'outiller. C'est des coûts qui vont être incompressibles et qu'il faut pouvoir anticiper. Mais c'est aussi une opportunité, ça va être beaucoup plus simple pour elles certainement d'envisager de redimensionner leurs activités en Europe. Comme on a cette réglementation européenne, on a ce passeport aussi. Donc c'est peut-être revoir ses ambitions à la hausse que d'anticiper cette réglementation. C'est là qu'on va mesurer la scalabilité, ce terme qu'adorent les fans de crypto, la scalabilité des entreprises, des startups, de l'écosystème. Ouais. Tout à fait, avec, parce qu'on parle de MiCA, mais on ne parle pas de tout le reste. Il y a énormément d'autres textes qui attendent l'écosystème à des degrés d'avancée, de progrès qui sont extrêmement différents. Mais du coup, il faut absolument que les entreprises se préparent à MiCA dans l'immédiat, mais aussi renforce tout ce qui va être juridique, conformité, affaires publiques, parce qu'il y a d'autres négociations sur beaucoup d'autres textes qui vont arriver et il faut qu'on soit présent pour pouvoir y participer. Ouais. Valentin, vous suivez ça très près aussi, bien évidemment. Il faut d'ores et déjà alerter les entreprises. Il ne faut pas suivre seulement en spectatrice les négociations en cours. Là, dès que les choses ont abouti, on va dire, à l'été, prendre les devants et agir pour ne pas subir. Nous, en tant que médias, on n'est pas impacté effectivement par la majorité des régulations qui sont mises en place. Par contre, on a un devoir d'explication, de démocratisation, qui est l'un des piliers ou des vecteurs principaux qu'on peut mettre en place pour expliquer ce qui se passe sur le terrain et les répercussions que ça peut avoir pour nos entreprises françaises et européennes. On a travaillé avec la DAN sur plusieurs secteurs et justement plusieurs verticales, notamment sur une série de vidéos qu'on sort en partenariat sur la chaîne YouTube de Cryptost, où on explique un petit peu les textes de loi. On interviewe une vingtaine de personnes qui sont membres de la DAN, donc l'association que représente Faustine, pour nous expliquer les risques d'une régulation trop punitive et trop stricte. Et puis ensuite, la DAN, en tant que lobbyiste, si on peut dire comme ça, nous explique un peu comment peut-être faire mieux. Donc sur ces vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, pour continuer d'alerter, Cryptost exactement, et d'alerter et d'informer tout le monde. Pour une fois, l'Europe avance vite, en l'occurrence. Est-ce que l'Europe doit avoir peur d'ailleurs de s'être mouillée la première sur ces histoires de réglementation du Web 3 ? Est-ce qu'elle doit craindre l'Europe, quoi que ce soit du coup des autres grands continents, la façon dont eux-mêmes vont réguler, mais après l'Europe, là pour l'instant est plutôt en avance. Est-ce que le fait d'être premier pourrait se transformer en désavantage ? Alors ça dépend de l'issue des négociations, mais effectivement les autres grandes juridictions regardent de très près ce qui se passe sur MiCA et à quoi on va aboutir, et certainement pour faire un cadre plus attractif et tirer les leçons peut-être des erreurs qu'on aura faites sur l'élaboration de MiCA. Donc on n'a pas fini ce trilogue, il faut absolument faire attention à ce à quoi on aboutit. Il y a beaucoup de gens qui attendent impatiemment quelle sera la forme finale. Oui. Et essayer de tirer les marrons du feu, profiter des faiblesses éventuelles à venir de la réglementation européenne pour en tirer les premiers enseignements et du coup forger, dessiner une réglementation plus efficace que celle des pionniers européens. Avec quel risque que les entreprises européennes aillent vers des cieux meilleurs, bien sûr, si la réglementation est plus adaptée et plus proportionnée, et à la fin l'impact en termes de richesse, en termes d'emploi, pour l'Europe serait désastreux malheureusement. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto, chaque après-midi sur BFM Business. Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN, l'association pour la défense, la démocratisation. Développement, c'est le développement. Développement. La démocratisation. Développement des actifs numériques. Merci Faustine. Et Cryptost, en la personne de Valentin Demey, journaliste donc chez Cryptost. Merci à tous les deux. Merci Guillaume. Merci. Et bon retour. On salue aussi à distance Vincent Gann et Xavier Fenot qui nous accompagnaient pour les perspectives techniques sur le potentiel des cryptos actifs. Dans un instant, on va parler des marchés financiers. Cette séance de rebond dont profitent aussi les cryptos. Le Bitcoin remonte à un peu plus de 31 500 $ en ce moment. Le CAC, Wall Street aussi progresse d'à peu près 2% pour ce qui concerne le Nasdaq. On se retrouve juste après la pause. Ce sera dans moins de 2 minutes. À tout de suite.